et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo, Blabla-Cart. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Logan et Antoine pour parler des hand-traps. Bonjour Antoine, Bonjour. j'ai une question pour vous. Saurez-vous m'expliquer ce qu'est une hand-trap en quelques mots? Bien sûr. Le principe d'une hand-trap est une carte qui pourra être jouée depuis la main pour profiter de son effet durant le tour de chaque joueur. La plupart sont des monstres, certains sont néanmoins des pièges et de rares exemplaires sont même des magies. Elle se caractérise par la possibilité de profiter d'effets pour soi, par exemple piocher une carte, booster l'attaque de son monstre, ou contrer la stratégie adverse en réduisant l'attaque du monstre adverse, en bannissant des cartes, en détruisant. La plupart de ces cartes sont donc jouées dans différents decks, différents formats aussi, et permettent de générer un avantage en évitant les défauts de cartes que l'on doit poser sur le terrain, comme c'est classiquement le cas. Je laisserai les détails pour l'autre intervenant. Mais sachez que les hand-traps sont donc des cartes très utiles et qui permettent d'avoir un avantage formidable. Très bien, merci Antoine. On se retrouve dans quelques instants, mais avant cela, voici les réclames. Non, pas maintenant, je suis fatigué là. Tu avais dit qu'on ferait du yogi. Oh, bonjour. Mais dis donc Mathieu, t'as plus de PQ? Non, plus besoin, depuis que j'ai le deck Fantoruse. Maintenant, on peut dire que le deck pue bien la merde. Nous vous voici sur le plateau de Blabla-Cart. Bonjour Logan. Bonjour. Logan est là pour nous expliquer en profondeur les mécaniques des hand-traps et nous donner quelques exemples de decks dans lesquels les hand-traps font mouche. Floraison de cendres et joyeux printemps. Pour moi, c'est la hand-trap la plus forte jamais créée. Pourquoi? Parce qu'elle touche 3 types d'actions à elle tout seule. Ajouter depuis le deck à la main, invoquer spécialement un monstre depuis le deck, ou alors envoyer une plusieurs cartes du deck au cimetière. La deuxième, Hurluberlu, oiseau de verrouillage. La plupart des decks, on va dire 90% des decks, ajoutent des cartes du deck à la main, mais pas qu'une fois. Et donc du coup, dès qu'on en a ajouté une, ce qui inclut en piochant, on la déclenche et du coup, les deux joueurs ne peuvent plus tutoriser du tout, ce qui gêne beaucoup l'adversaire vu que c'est lui qui a commencé à faire l'action. Ensuite, Ogre fantôme et lapin des neiges. Cette carte là est un peu moins forte que les deux autres, mais elle est très forte quand même. Elle est juste, il faut juste bien l'utiliser. Elle se contente de détruire une carte déjà présente qui active son effet. Contre les magies pièges, ça va non seulement les détruire et en plus ça va neutraliser leurs effets vu que la carte n'est plus présente à ce moment-là. Par contre, les monstres en général, pour la plupart des cas, auront leurs effets à force égale. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on n'a rien sur son terrain, en fait, on a la possibilité de laisser qu'une carte sur le terrain adverse. Bon, c'est lui qui choisit, mais ça reste quand même un choix cornélien. Et surtout, si on joue second, on passe en battle, même si on n'a pas de monstre, c'est pas grave. Fin de battle, je déclenche à force égale. Et du coup, il te reste plus qu'une carte sur le terrain, ce qui fait qu'en main de phase 2, je peux te gérer tranquillement. Et donc, du coup, t'empêcher de jouer le tour d'après. Tous les decks ne peuvent pas la jouer, mais certes, parce que tout peut topper en ce moment. Mais certaines cartes peuvent cibler plusieurs extra decks. On commence par l'extra deck invoqué, vu que c'est extrêmement fort. Parce qu'on lui bannit la Mekaba, le gars il pourra déjà annuler un truc en moins durant notre tour. Briseur Dragon ABC, parce que ce monstre est extrêmement fort et extrêmement pénible. Il peut nous bannir une carte par tour, et s'il y a une menace qui se profile pour lui, il peut se sacrifier pour ramener ses 3 matériels. Et donc du coup on peut recommencer à le refabriquer. Ensuite dans le Voyageur des Abyssales Ardents, parce que
parce que les Abyssardans sans son extra deck, il fait un peu moins le malin, même s'il reste quand même un peu dangereux. On lui supprime ses 3 dents. Déjà, il a plus aucune possibilité de faire Béatrice, qui est quand même la menace principale du jeu. Dinosaure Seigneur Lumière, top un peu en ce moment, c'est un peu la grande forme. On mettra Minerva à glorifier Seigneur Lumière. Pourquoi? Parce que dans certaines versions de Dino Seigneur Lumière, la carte est jouée en x2, donc du coup on fait Faucheur Fantôme et Cerise Blanche dessus, on lui bannit ces 2 Minerva, comme ça il pourra pas commencer sa grande phase de meule. Ensuite on verra quand même un peu de Paléozoïque. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines cartes pièges qui sont très intéressantes pour le deck, et donc du coup ça serait bien de bannir Crapolylique histoire d'éviter de se faire annuler une action gratos. Dragon synchro à l'aile de cristal, parce que certains decks peuvent jouer l'engine sorcière vent. Et en fait l'affinité c'est d'invoquer lui, qui du coup devient indestructible par cette carte, et comme vous pouvez le constater, il est un tout petit peu dur à passer au combat. Héros. Et voici sa carte principale. C'est un Macrocosmos sur patte à 2400 points d'attaque, et si on ajoute une carte à main, ce qui inclut la pioche, du coup, en fait, il nous prive d'une carte. Il utilise d'effet. Se défausse pour annuler un effet de monstre. Donc du coup, on attend que l'adversaire active un effet de monstre qui nous embête, on le défausse, tape à ton effet. Donc du coup, il est obligé de revoir un peu sa stratégie. Même si c'est clairement moins puissant que ces 3-là en l'occurrence, ou que ces 2-là. Lance à artefact. Durant notre tour, durant le tour de notre adversaire, on peut la sacrifier, aucun joueur ne peut bannir de carte. Donc du coup, on attend que l'adversaire dise fin de battle, à force égale, non, lancer A, tu ne me bannis rien. Du coup l'adversaire a gaspillé sa force égale dans le vent, et donc du coup il est obligé de revoir tout son tour. On a une tutorisable dedans, le Corbeau d'Aidé. Pourquoi je dis tutorisable? Parce qu'il y a le monstre Xyz Lyrilusque qui permet d'aller la chercher, donc du coup dans certains decks ça peut avoir un intérêt. Dans Espiral par exemple, on le voit plus trop, mais bon, ça peut encore griller quelques tops. Donc du coup le deck Espiral peut potentiellement aller se chercher un petit Corbeau d'Aidé histoire de bannir un truc dans cimetière adverse qui nous embête. Chasseresse du chaos. Si l'adversaire invoque spécialement un monstre, on défausse une carte et on l'invoque. L'adversaire ne peut plus bannir de cartes. Il n'a plus la force égale, il ne peut plus utiliser sa fusion invoquée pour bannir des trucs du cimetière pour faire sa fusion gratos. Et ensuite, il ne pourra plus invoquer le dragon briseur abaissé, le maître des crânes. Le maître des crânes peut annuler un effet de carte qui s'active dans le cimetière. Ça n'a pas l'air très fort, mine de rien, mais dans certaines situations, ça peut servir. Voilà, donc maintenant, nous allons parler des decks qui font mouche avec l'entrap. Donc du coup, le premier deck qui nous vient tous à l'esprit, c'est forcément invoquer un trap. Pourquoi? Parce que le deck peut jouer, c'est le deck qui peut jouer le plus d'entrap actuellement, Farstar. Pourquoi? Parce que, pour commencer, il y a une combo qui fonctionne avec 2 réincarnoyés et Hurluberlu. Pourquoi? On active 2 réincarnoyés, on active Hurluberlu. La finalité, c'est que l'adversaire n'a plus de main et que du coup le Farstar peut aller lui faire ses dégâts tranquillement. ABC, pourquoi? Parce que le deck peut jouer Hurluberlu, le deck peut jouer Floraison de Cendre, le deck peut jouer Ogre Fantôme. Abyssardant, parce que le deck peut jouer des entrappes, mais les entrappes ne l'affectent pratiquement pas. À part une entrappe, ceci, qui si bien placé peut facilement faire basculer la partie. Mention spéciale pour un deck qui s'appelle Magie de Mousquet. Pourquoi vous parlerai de ce deck? Parce que la particularité de ce deck, c'est que si on a un monstre sur le terrain, on peut activer les cartes magie de Mousquet directement depuis la main. Et elles ont des effets divers et variés. Du coup, nous avons la domination croisée qui fait comme il utilise des effets mais en mieux, parce qu'en plus ça réduit également l'attaque et la défense à 0, donc utilisé à la fois pour annuler un effet et pour le combat. Magie du Mousquet, main ferme. Pourquoi?
parce que cette carte double l'attaque d'un monstre magie de mousquet, ce qui est très fort. Même en la mettant sur le plus faible monstre magie mousquet, le monstre passe quand même à 2400 attaques, ce qui n'est pas non plus dégueulasse. L'espada, que fait-elle? Détruit une carte face recto. Rien que ça déjà, c'est très fort. Parce que du coup, ça peut contrer beaucoup d'actions. Et ça, l'une des cartes les plus fortes de l'archétype en termes de magie piège. Pourquoi? Elle annule une magie piège et c'est un contre-piège. Donc du coup, c'est très difficile de répondre à ça. Ensuite, nous avons une carte continue qui empêche nos monstres magie mousquet d'être détruits par effet. Ce qui du coup oblige l'adversaire à venir les chercher au combat. Et vu toutes les cartes magie et pièges qu'on a pour se défendre, qui s'activent depuis la main, sans compter les entraves générales, ça reste un peu dur. Et ensuite, on a notre corbeau d'aider. Ça, mais en mieux, parce que ça cible 3 cartes dans les cimetières, ce qui inclut le nôtre. Et du coup, on peut tout bannir. Ça peut empêcher une action de grande envergure, ça peut vraiment empêcher beaucoup de trucs qui fonctionnent sur le cimetière. On tombe contre invoqué, on active ça, on bannit les monstres qui nous embêtent le plus, on attribue. Et du coup, on peut potentiellement lui faire louper une fusion. Très bien. Merci Logan. Merci à toutes et à tous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de Blablacar.